Dimanche 4 mars 2012, 20h, le journal, tout de suite le sommaire. Les banques céréalières comme alternative face à la pénurie en céréales pendant la période de soudure. Rendez-vous dans quelques minutes avec les populations de Kumpentoum et Kédougou. Notre reporter Aramdaou est allé à leur rencontre. Rencontre aussi dans quelques minutes avec les femmes de Médina Mamiyal. Nous verrons comment la concrétisation d'un projet d'extension d'eau a changé la vie des habitants de ce quartier de Saint-Louis. Claire Diop nous en parlera. Enfin, aux États-Unis, victoire symbolique de Mitt Romney dans l'État de Washington. À 3 jours du super mardi, le candidat modéré est toujours en tête de course. Voilà pour les titres, bienvenue dans ce journal. On s'intéresse, comme dit dans les titres, aux banques céréalières. Elles sont une réponse efficace à la pénurie en céréales, notamment pendant la période de soudure. Le programme alimentaire mondial a pensé ce concept. Dans ce sujet, Ramdaou nous propose de découvrir quelques projets. Reportage. Au village de Koumaré, dans le département de Kumpentoum, les périodes de soudure passent presque inaperçues. Les habitants ne cherchent plus désespérément des céréales. Ils ne subissent plus également les prix exorbitants du marché. Le village a à sa disposition une banque de céréales plus proche et moins chère. Chaque sociétaire qui apporte 100 kg au niveau de la banque, le PAM s'est engagé à lui donner 133 kg pour sécuriser les 100 kg qui ont été mis en place au niveau de la banque. Chaque banque comporte 100 sociétaires. Les 100 sociétaires ayant apporté 100 kg permet d'avoir 10 tonnes qui constituent le capital de départ. Avec 10 000 tonnes de céréales dans cette banque, le villageois peut acheter, emprunter ou même solliciter de l'aide. La banque est d'abord pour les habitants. Le comité de gestion est donc tenu de faciliter la transaction. Si, par exemple, le marché vend à 100 francs, on doit vendre à 90 francs. Moins cher. Quand il ne nous reste plus de 1000, nous venons en acheter ici. Si on n'a pas les moyens, on achète à crédit. Ce n'est que quand les habitants avaient par exemple des problèmes d'inscription ou de fourniture, ce sont les autorités de la communauté rurale qui déboursaient de l'argent pour les régler. La banque, aujourd'hui, nous allège ses charges. Des centaines d'autres banques céréalières villageoises ont été mises en place dans le pays. À Kédougou, les villages visités exhibent fièrement les recettes de leur vente. On va prendre l'argent là, on va acheter des maïs. Et le PAM nous a bien dit de ne pas garder l'argent dans les chambres. Il faut ouvrir des comptes, garder là-bas l'argent. Et quand on a besoin, on retire l'argent pour aller acheter. Le problème de la pénurie alimentaire n'est plus qu'un lointain souvenir dans ces villages. Aucun paysan n'est plus obligé de faire des récoltes précoces pour nourrir sa famille. Dans les BCV, on prête des céréales et même de l'argent. On poursuit notre dossier SIDA. Ce soir, on s'arrête à Karang, près de la frontière gambienne. Il faut dire que la localité est un centre de transit actif et le poste de santé enregistre des cas de SIDA. Cependant, pour bénéficier de dépistage et de traitement, il faut se rendre jusqu'au district de Sokone. Une décentralisation de la prise en charge et l'augmentation des moyens sont fortement attendus dans ce poste sanitaire frontalier, quelque peu laissé en rade. On fait le point avec Oumar Diaw. Karang, dernière localité sénégalaise avant d'entrer en territoire gambien. Comme ailleurs, la santé est une des préoccupations majeures des populations. Au poste de santé, on soigne tout le monde, nationaux comme étrangers. Dans cette zone frontalière, une grande attention est accordée au sida. Oui, nous enregistrons des cas parce que tout dernièrement, nous avons un cas qu'on a enregistré qui habitait en Gambie. Mais on ne peut pas toujours vous dire le nombre exact. Du moment que nous sommes à la frontière. La maladie est une réalité dans cette partie du pays où d'importants brassages s'effectuent au quotidien. Le poste de santé dépend du centre de Sokone où les malades sont traités. Le manque de moyens empêche d'envisager quoi que ce soit sur place, si ce n'est le counseling. Ce mois-ci, on a fait le counseling. On avait 51 femmes, mais on n'a pas pu faire un seul dépistage du moment qu'on n'a pas de caisse d'art et on n'a pas de tube. Le personnel local, renforcé par l'arrivée d'une sage-femme recrutée par le comité de santé, souhaite un élargissement de la prise en charge au poste de santé.
Si on pouvait avoir une décentralisation, ce serait vraiment bien pour les postes de santé. Ça nous permettrait vraiment de prendre réellement en charge nos femmes, nos patientes, jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement. Au-delà des réformes et des innovations stratégiques, il faut un matériel et des locaux plus adéquats. À Karang, on accouche toujours sur une table née il y a plus de 3 décennies. C'est la table qui était ici depuis 1978 que nous avons jusqu'à présent. Malgré l'insuffisance des moyens, l'état des locaux et le niveau élevé de la demande, le poste de Karang contribue sensiblement à la lutte contre l'extension du sida. Il s'agit d'une structure sentinelle modeste, mais qui rend de grands services aux populations, même en transit. Toujours dans la page santé, on prend la direction de Podor pour s'arrêter dans le village de Fanaï. Là-bas, des groupements féminins ont bénéficié d'une formation dans la javélisation de l'eau potable et de l'étuvage du riz. Un programme à l'initiative de la SAED avec le soutien de la coopération nippone. C'est un reportage de Madine Dao. La méthode Kaizen est importée du Japon dans le cadre de la coopération entre la SAED et la JICA. Introduite en octobre 2009, le programme vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Mise en œuvre dans la vallée du fleuve Sénégal par le dispositif de conseillère en promotion féminine de la SAED, elle a permis de renforcer les capacités de plusieurs groupements de femmes. Le village de Sandé Fanaï dans le département de Podor a abrité mercredi dernier une journée de partage autour de 2 thèmes majeurs. D'une part, la généralisation de la javélisation de l'eau pour rendre celle-ci plus potable afin de réduire ou d'éradiquer les maladies diarrhéiques et l'étuvage du riz paddy d'autre part. Une technique qui a des avantages comparatifs. Donc vraiment c'est une technologie importante, utile, qui permet vraiment d'enrichir le riz, de lui permettre de conserver ses éléments nutritifs. L'expérience acquise par le dispositif de conseillère en promotion féminine de la SAED à travers la méthode Kaizen sera vulgarisée à tous les groupements féminins du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal. 6e forum du programme régional de conservation marine et côtière. L'événement a eu lieu à Kouloli, en République de Gambie. Les délégués présents à cette manifestation ont exprimé le souhait de voir une 3e phase de ce programme et le renforcement du partenariat pour une gestion durable des ressources marines et côtières. Ibrahim Afal, reportage. Ils sont plusieurs centaines de délégués venus des 7 pays partis au PRCM, le programme régional de conservation marine et côtière qui unit la Gambie, les 2 Guinées, la Mauritanie, le Sénégal, le Cap-Vert et la Sierra Leone. C'est en 2001 déjà que le PRCM a vu le jour avec un mémorandum de partenariat qui unit les grandes ONG telles que l'UICN, le WWF, Wetland International et la Fondation du Banc d'Arguin. En 2003, une convention de partenariat est née et le programme a depuis lors travaillé pour un plaidoyer, un lobbying fort pour une meilleure prise en charge de la pêche et des ressources marines et côtières en général. Cela avec la complicité du Conseil sous-régional des pêches et certains bailleurs de fonds tels que la Fondation Mava qui s'engagent encore pour une 3e phase. On va rester au travers du PRCM, au travers d'autres projets bilatéraux, mais toujours dans le cadre du grand partenariat pour la conservation de la zone côtière. Et nous, en tant que FIBA, avec les autres ONG internationales, oui, notre objectif c'est de rester, d'accompagner, de continuer à accompagner et on fera le maximum pour continuer à accompagner ces processus. Tout projet ou programme doit forcément disparaître un jour ou l'autre, mais pour les acteurs concernés du PRCM, le défi de la conservation est encore là, au moment où il y a une forte pression sur les ressources. Certes, des thématiques comme les AMP, aires marines protégées, comme outils de gestion ont été développés entre autres, mais le souhait audible des partenaires reste une restructuration du PRCM qui doit s'approcher davantage des organisations socioprofessionnelles et surtout des États. Effectivement, c'est une question de volonté des bailleurs de fonds, mais il y a un plus-value de travailler à un niveau régional et le PRCM est une façon à la fois de faire face aux défis qui sont conçus au niveau national, mais également au niveau régional. Donc en travaillant à travers le PRCM, les bailleurs de fonds vont pouvoir faciliter la cohérence, va faciliter une mise en commun des ressources et va faciliter une régionalisation de l'approche de la conservation. Le futur PRCM
va changer par rapport au précédent PRCM parce que nous allons nous ouvrir aux partenaires et nous allons donner plus de place aux acteurs pour travailler avec nous, mais travailler aussi entre eux dans le cadre du PRCM, mais pas obligatoirement à travers le PRCM. Un draft de la troisième phase a été déjà soumis et reste à consolider et valider dans les mois à venir. Un tour a été fait encore dans les beaux parcs de la Gambie qui reste un grand pays de conservation. À ce stade du journal, on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. On commence par cette actualité internationale avec la Syrie où l'aide humanitaire ne peut toujours pas accéder dans le quartier de Baba Amr, dans la ville de Homs. On le rappelle, sous le contrôle de l'armée syrienne. Ce dimanche, les forces syriennes ont bombardé la ville voisine à Homs Rastan, située à une vingtaine de kilomètres. Selon une ONG syrienne, l'on dénombre au moins 7 morts. Sur le plan diplomatique, la Chine répète qu'elle refuse toute ingérence sous prétexte de questions humanitaires. L'actualité sur le continent, c'est à Brazzaville où un dépôt de munitions a sauté. L'explosion a coûté la vie à plus de 200 personnes. La population est en état de choc. Filmé de l'autre côté du fleuve Zaïre, de Kinshasa, voici la seconde explosion, suivie d'une onde de choc si violente que les vitrines se sont aussi brisées à plusieurs kilomètres. Tout a commencé de l'autre côté du fleuve, ce dimanche matin, dans l'enceinte d'une caserne de Brazzaville, au cœur de la capitale congolaise, 1,5 million d'habitants. Plus exactement, dans le camp d'un régiment d'artillerie situé dans ce quartier de Mpila. Pour une raison encore inexpliquée, le dépôt d'obus de la caserne a sauté. 3 énormes explosions ont été entendues. Les hôpitaux voisins ont été pris d'assaut, alors que pour certains, les installations médicales ont été partiellement détruites par le souffle des explosions d'obus projetées jusqu'ici. Ce soir, on compterait au moins 200 morts ainsi que plusieurs centaines de blessés. Tout à coup, on a entendu la détonation au niveau du camp et voilà, c'était une débandade. Les maisons tombaient, les murs tombaient. Saisis de panique, les habitants des rives du fleuve ont pris la direction du centre-ville, provoquant un exode massif. Il semble que le plus grand nombre de victimes se trouve à l'intérieur de la caserne, mais aussi dans une église voisine où se déroulait un office à l'heure de l'explosion. En France, en pleine campagne pour la présidentielle, le débat d'un front anti-Hollande à l'échelle européenne fait rage. Plusieurs dirigeants européens éviteraient de recevoir le candidat socialiste François Hollande, révèle le journal allemand Der Spiegel. Le principal concerné se dit serein et pas du tout impressionné par cette information. C'est un couple qui s'affiche. Le 7 février déjà, la chancelière allemande prenait officiellement position pour Nicolas Sarkozy. Je soutiens Nicolas Sarkozy sur tous les plans. Parce que un nouveau pas aurait été franchi selon le magazine Der Spiegel. Angela Merkel ainsi que les chefs de gouvernement italiens, espagnols et anglais se sont engagés verbalement à ne pas recevoir François Hollande. Selon l'hebdomadaire allemand, ils se disent scandalisés par sa volonté de renégocier le pacte fiscal européen. Plusieurs responsables socialistes français dénoncent une pression conservatrice inédite. François Hollande, qui était en déplacement à Londres mercredi mais qui n'a pas rencontré David Cameron, reste serein. C'est le peuple français qui va décider de son avenir. Ce ne sont pas des dirigeants européens, que je respecte par ailleurs, qui doivent peser sur la décision du peuple français. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays qui ne se fait pas commander ses choix par des chefs d'État et de gouvernement amis, mais extérieurs à notre démocratie. Il y a quelques minutes, Berlin a démenti avoir donné ses consignes de boycott. Dès la fin janvier, la chancelière avait envoyé un émissaire au Conseil national de l'UMP, Hermann Greu, secrétaire général de la CDU, avait annoncé qu'Angela Merkel allait faire campagne pour Nicolas Sarkozy en participant à des meetings. On reste toujours dans le thème des campagnes avec des primaires aux États-Unis où Mitt Romney a remporté donc l'État de Washington et ce à 3 jours seulement du super mardi où seront disputés 10 États le même jour. Romney est en tête dans la course aux 1144 délégués nécessaires pour remporter l'investiture.
Une victoire confortable et voilà Mitt Romney en pole position. Le favori des primaires républicaines est sorti vainqueur du caucus de l'État de Washington avec plus d'un tiers des voix. Derrière, au coude à coude, Rick Santorum et Ron Paul à 25% et Newt Gingrich distancé juste au-dessus de la barre des 10%. Les résultats dans l'État de Washington ont avant tout une valeur symbolique. Les délégués en jeu ne seront d'ailleurs attribués que bien plus tard. Le vote est surtout un sondage grandeur nature à quelques jours seulement de Super Tuesday qui verra 10 États clés se prononcer. Parmi eux, l'Ohio, toujours très indécis, est considéré par beaucoup comme une étape cruciale du calendrier électoral. Mitt Romney a repris la main ces derniers jours en s'imposant dans 4 États différents. Mais les derniers sondages le placent à égalité avec Rick Santorum, son principal adversaire, chacun avec 32% des intentions de vote. La course à l'investiture reste très serrée. Le taux de participation élevé du week-end a atteint des niveaux sans précédent. Un bon signe pour les candidats qui espèrent voir les électeurs républicains se déplacer en masse mardi prochain. Bien avant cela, retour à l'actualité au Sénégal par la porte de l'humanitaire et ce sera pour parler de ces dons des médicaments et appareils orthopédiques mais également des équipements scolaires offerts respectivement à l'hôpital d'enfants Albert Royer et aux populations de Tchombi. On est dans la région de Kaolack. L'initiative est d'un Sénégalais responsable d'une ONG caritative. On en parle avec Louis-Philippe Sagna. C'est toute une mobilisation. Les populations de Tchombi ont voulu réserver un accueil chaleureux à Matarsek, leur bienfaiteur. Un émigré établi depuis 27 ans aux États-Unis et engagé dans l'humanitaire depuis 1992. Le nouveau collège de cette communauté rurale située dans l'arrondissement de Gandiaï a ainsi reçu un lot d'ordinateurs, une imprimante, une photocopieuse et des fournitures scolaires. Les ordinateurs constituent un intrant de qualité pour l'école, mais aussi pour la communauté parce que nous avons des jeunes ici qui ont besoin quand même de manipuler l'ordinateur pour être au diapason des choses. Pour les autres matériaux, là-bas aussi nous sommes très contents parce qu'il s'agit d'habillements, de chaussures et autres qui peuvent quand même aider, surtout comme l'a dit le donateur, les orphelins qui sont là, les démunis. Donc ça participe quand même au développement de la collectivité. Avant de quitter les lieux, Matarsek a reçu une tenue traditionnelle et un diplôme d'honneur. Après le collège de Tchombi dans la région de Kaolack, c'était au tour de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar d'accueillir le généreux donateur. Ici, des médicaments et des appareils orthopédiques ont été remis aux responsables. Une action caritative qui arrive à point nommé selon Madame Sarr, major de la chirurgie infantile. Les malades démunis en sont les principaux bénéficiaires, a-t-elle réaffirmé. Des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Fini le calvaire pour les habitants de Médina à Marmiyal, surtout les femmes. Nous sommes dans un quartier périphérique à Saint-Louis, dans le nord du pays. Les populations viennent de bénéficier d'un projet d'extension du réseau en eau. Les détails avec vous, Claire Diop. Médina Marmiyal, dans la région de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Ici, les populations vivaient dans des conditions difficiles du fait du manque d'eau potable. Les femmes faisaient des kilomètres et des kilomètres pour avoir quelques bassines d'eau. Aujourd'hui, le problème n'est plus qu'un mauvais souvenir. Un réseau de distribution a été installé sur 500 km dans la zone. Pour ces femmes, le liquide précieux est désormais à portée de main. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, le robinet est juste à côté. Avant, il fallait se lever tôt, parcourir une longue distance pour avoir de l'eau potable. C'était extrêmement difficile. La réalisation d'un tel projet est une aubaine pour ces populations. Leurs conditions de vie sont ainsi améliorées. À l'époque, on marchait des kilomètres pour avoir d'eau. Mais depuis que Madame Gom nous a donné l'extension ce tuyau d'extension, vraiment, je me dis que c'est un bénéfice pour nous. Nous sommes dans un quartier défavorisé, un quartier où il y a beaucoup de problèmes. L'installation d'une borne fontaine qui permet aux femmes de pouvoir s'approvisionner de manière très, très facile. Le geste est qualifié de haute portée humanitaire par ses habitants de Médina Marmiyal. Des prières, beaucoup de prières ont été formulées pour les bienfaiteurs qui ont tenu à garder l'anonymat.
autour du feu de nuit. Voilà qui fait penser à l'ambiance des contes, un peu comme les Mille et une nuits. Et c'est un conte, plutôt le titre d'un recueil de contes paru aux éditions L'Harmattan et signé Tombone Soli. Un rêve de l'auteur devenu réalité, puisque son projet était de faire plaisir tout en éduquant, et l'opus retrace justement les péripéties de la vie humaine. Chorojeng a parcouru pour nous les bonnes feuilles du recueil. Œuvre didactique autour du feu de nuit et un recueil composé de 14 contes. L'auteur, en faisant sa collecte, avait fait une fixation sur le rêve et l'imaginaire. Avant la sortie du manuscrit, Tombone Soli avait une autre vision, celle de vouloir rester collé à la réalité. Le recueil de M. Soli est le premier recueil de contes que nous avons eu à éditer. C'est un texte qui est très bien écrit d'une part, mais d'un autre côté aussi, c'est un texte qui n'est pas simplement destiné aux enfants, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est un conte, comme je le disais tantôt, que personnellement, quand je le lisais, je me marrais. Faire un conte, je vous reviendrai tout à l'heure, c'est parler à un public qui est bon. On peut citer entre autres histoires contées dans ce recueil. Le roi et la folle, le patient et l'impatient. Ici, l'objectif de l'auteur est d'offrir un miroir qui reflète la société africaine. Ce qui m'a le plus marqué dans ce recueil, je pense que ce sont les leçons de morale qu'il faut tirer. Par exemple, il y a un conte qui est intitulé Le roi et la folle. Et en définitive, ce qu'on voit, c'est que le roi, un roi ou bien un chef, quel que soit, il doit être aimé et non être craint par ce sujet. Ils décidèrent d'un commun accord que suivant les naissances et par tour de rôle, chacun prendra en charge l'éducation d'un enfant. Dans cette œuvre, Tombone Soli s'est employé à la description. Selon l'auteur, pour séduire ses lecteurs, il faut pouvoir faire voyager à travers la lecture. Bonne lecture donc avec Tombone Soli qui vient donc de faire paraître aux éditions L'Harmattan autour du feu de nuit. On parle pour terminer du débat du deuxième tour qui n'aura peut-être pas lieu, on ne sait pas. En tout cas, les états-majors des deux candidats affichent toujours une certaine prudence. Ici à la RTS, après les félicitations reçues de partout, tout est fin prêt pour l'organisation de ce débat. Regardez. Une première dans l'histoire de la démocratie sénégalaise. Au face-à-face entre les deux premiers candidats du premier tour de la présidentielle de 2012, un débat inédit. Le premier dans l'histoire politique du Sénégal indépendant. Le duel se passe sur la première chaîne de télévision sénégalaise, la RTSO. Ainsi prend fin cette édition. Merci Pabiram Bigendiaï. Bonne fin de congé de semaine et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.